Les plus grandes légendes ont souvent un destin tragique. Elvis Presley, emporté par ses démons, John Lennon assassiné par un fan, Tupac et Biggie pris dans une guerre sans fin. Mais parfois, la tragédie ne vient pas de l'extérieur. Parfois, elle s'invite là où on se croit protégé, là où on devrait être à l'abri. Et le 1er avril 1984, un des plus grands chanteurs de tous les temps s'effondre sous les balles d'un 38 mm. Alors, comment Marvin Gaye est passé du sommet de la gloire à une fin aussi tragique? Voici la triste histoire de Marvin Gaye. Avant d'être une icône de la soul, Marvin Gaye a d'abord été un enfant brisé. Et son ascension vers la gloire cache une tragédie bien plus grande qu'on l'imagine. Marvin Pence Gaye Jr. voit le jour le 2 avril 1939 à Washington, D.C. Il grandit dans une famille ultra-religieuse avec un père pasteur strict, au-delà du raisonnable, et une mère qui travaille comme domestique. Chez les Gaye, l'amour existait, sans mauvais jeu de mots, mais il fallait avoir une patience infinie et surtout savoir encaisser. Son père, Marvin Gaye Sr., n'était pas du genre à donner des tapes sur l'épaule, plutôt des coups de ceinture. Un rien pouvait déclencher sa colère et le petit Marvin en faisait souvent les frais. Alors, pour échapper à cette pression permanente, Marvin Gaye Jr. se réfugie dans la musique. À l'église, il chante, joue du piano et suit les prières, trouvant là une forme de paix. Mais une fois rentré à la maison, l'enfer recommence. Plus tard, il décrira son enfance comme un véritable calvaire, un mot fort mais qui en dit long sur ce qu'il a traversé. Et à 17 ans, après une énième dispute avec son père, Marvin n'en peut plus. Il se dit qu'il doit fuir, trouver un moyen de respirer. Il prend alors la première porte de sortie qu'il trouve et décide de s'engager dans l'armée. Il s'engage dans l'US Air Force, mais très vite il comprend que la discipline militaire et lui ne sont pas faits pour s'entendre. Alors plutôt que d'endurer ça, il simule une maladie mentale pour être réformé. Et de retour à Washington, il n'a plus qu'une idée en tête, la musique. Avec son ami Rhys Palmer, il monte un groupe vocal, The Marquis, et commence à chanter dans des clubs de la région. Mais malgré leur talent, le succès n'est pas au rendez-vous. Et leur label finit par les lâcher. C'est à ce moment-là que Marvin prend une décision qui va tout changer. Il décide de se lancer en solo. Alors, en 1961, un Marvin Gaye encore inconnu avec rien d'autre que sa voix puissante décide de tenter le tout pour le tout. Et l'image de ce Marvin Gaye confiant et légendaire qu'on connaît tous aujourd'hui, c'est encore très loin. À cette époque, il n'est qu'un type parmi tant d'autres qui a tout donné pour en arriver là, mais qui ne sait pas encore comment prendre son envol. Et donc, pour l'aider dans cet envol, il frappe à la porte de Motown, le temple de la musique noire américaine. Pourquoi Motown? Eh bien parce qu'à cette époque, c'est la maison de disques qui permet que les rêves deviennent réalité ou qu'ils se brisent pour toujours. Bref, en se rendant là-bas, il fait la connaissance d'un certain Berry Gordy, le patron de la Motown, et cet homme décide alors de lui faire passer une série de tests pour voir ce qu'il vaut vraiment, et très vite, il remarque que le talent de Marvin est différent de ce qu'il a l'habitude d'entendre. Ce n'est pas ce genre d'artiste propre et lisse qu'il a l'habitude d'engager dans son label, du coup, il n'est pas immédiatement convaincu, même si, au final, il décide de lui laisser sa chance, parce qu'il sent que Marvin a ce petit truc, a cette étincelle qui pourrait lui permettre de percer dans l'industrie musicale. Et donc, après un petit tour dans les studios, il décide de le prendre sous son aile. Très vite, Marvin sort son premier tube, et en l'espace de quelques semaines, la machine est lancée. L'année suivante, il explose avec Pride and Joy, qui grimpe dans le top 10. Et en l'espace d'un an, Marvin Gaye n'est plus seulement un artiste parmi tant d'autres, il devient une véritable étoile montante de la soul. En 1963, il foule la scène mythique de l'Apollo Théâtre et enregistre un album live. À ce moment-là, il enchaîne les hits qu'il installe définitivement dans le paysage musical pour l'année suivante sortir un album en duo avec Mary Wells. Les portes des médias s'ouvrent, il passe à la télé, joue dans des films, le public l'adore, Motown l'adore, et Marvin, lui, commence à comprendre qu'il est sur la bonne voie. Mais pourtant, quelque chose cloche. Devant les projecteurs, il est au sommet de la gloire, mais en coulisses, c'est une toute autre histoire. Il se sent comme une marionnette dans une industrie qui le dépasse. Le succès est bien là, mais le bonheur, lui, se fait attendre. Par chance, à cette époque, il va faire la rencontre d'une chanteuse soul, une certaine Tammy Terrell. Rapidement, Marvin et Tammy font équipe et ensemble, ils enchaînent les tubes. En travaillant aux côtés de Tammy Terrell, Marvin Gaye se sent enfin mieux dans son travail. Il est enfin heureux,
Tout semble parfait, mais vous vous en doutez, le bonheur de Marvin va très vite virer au cauchemar. En 1967, lors d'un concert, en pleine performance, Tammy s'effondre dans les bras de Marvin. Le public est sous le choc, et Marvin aussi, parce qu'il sent très vite qu'il ne s'agit pas d'un simple malaise. Et d'ailleurs, quelques jours plus tard, le verdict tombe. Tammy souffre d'une tumeur au cerveau. De cette façon, la carrière de sa partenaire s'est arrêtée net. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Marvin Gaye était dévasté. Il était plus que professionnellement impliqué dans ce duo, et la maladie de Tammy allait tout changer pour lui. Alors plongé dans une profonde dépression, Marvin cherche un échappatoire. Il décide de s'éloigner de la musique, en tentant même une carrière improbable dans le football américain avec la Detroit Lions, mais rien n'y fait. Et malheureusement, ce n'est que le début des problèmes pour Marvin, parce que ce mal-être allait bientôt le pousser à prendre une direction que personne n'attendait, une direction qui allait bouleverser la musique à jamais. Derrière cette voix divine, derrière cette icône de la soul, se cachait un homme en guerre. En guerre contre lui-même, contre son passé, mais aussi contre l'industrie musicale. Et c'est dans les années 70, en plein cœur de sa carrière, que la descente aux enfers commence vraiment. Arrivé chez Motown, Marvin Gaye devient, en un clin d'œil, l'un des plus grands talents de la soul. Et ses tubes font de lui une star mondiale. Mais la célébrité a malheureusement un prix. Il est signé chez Berry Gordy, le patron de Motown, qui n'est pas du genre à laisser ses artistes prendre des décisions sans son approbation. Motown, c'est une machine bien huilée avec des règles strictes et des attentes précises. Il n'est donc pas question de laisser Marvin sortir de ce cadre. Sauf que Marvin Gaye, c'est comme un lion en cage. D'un côté, il a le monde entier qui l'adore, mais de l'autre, il se sent enfermé, prisonnier de son image et de ses engagements, et très vite, l'artiste se rend compte qu'il n'a pas autant de contrôle sur sa musique qu'il le souhaiterait. En tant qu'artiste, c'est normal, il a des idées plein la tête. Mais ce Berry Gordy, malheureusement, le limite énormément. Et ça énerve Marvin, qui aimerait contrôler son image. C'est dans cette tourmente qu'il va aussi se marier avec Anna Gordy, la sœur de son patron Berry Gordy. Et oui, on sent tous le mauvais plan se préparer. Pourtant, au début, ça semblait être un conte de fées. Lui, le jeune artiste talentueux, et elle, la femme d'affaires influente. Mais rapidement, cette façade du mariage parfait se fissure. Entre tromperie, mensonges et disputes, le mariage devient un champ de mine émotionnel, et Marvin tombe de plus en plus dans la drogue, en particulier la cocaïne, pour échapper à ses problèmes. Et chaque ligne de poudre semble l'enfoncer davantage dans cette guerre amoureuse. Et puis, il y a cette autre guerre, la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam touche Marvin d'une manière qu'aucun autre événement ne l'a fait. Quand son frère Frankie revient du front, il est dévasté par les horreurs de la guerre, et Marvin, lui, se sent de plus en plus impuissant devant ce monde qui semble se détruire. Et c'est dans cet état d'esprit que Marvin Gaye compose What's Going On, un album révolutionnaire. Il s'agit ici d'un cri de rage contre l'injustice sociale, la guerre et la violence envers la jeunesse noire américaine, et cet album devient le sommet de son œuvre, mais il marque aussi le début des ennuis chez Motown. Contrairement à des millions de gens, Berry Gordy n'aime pas cet album, il est trop politique, trop sérieux, trop différent de ce qu'on attend de Marvin, mais pourtant, notre chanteur, il n'en a rien à faire. Il veut que sa musique ait un sens, il veut s'engager, et c'est là que tout commence à changer. Les tensions avec Berry Gordy s'intensifient. Marvin ne veut plus être un simple pion dans le grand échiquier de Motown. Il veut plus de contrôle créatif sur sa musique et cette envie de liberté se transforme en véritable bataille. C'est alors qu'il commence à enregistrer un album qui va faire exploser les frontières de sa carrière, Here My Dear. Cet album, qui raconte son divorce avec Anna Gordy, est une autobiographie musicale où il n'épargne personne. Ni lui-même, ni sa femme. Mais malheureusement, cet album ne rencontre pas le succès escompté, loin de là. Pourtant, il a quand même le mérite de payer la pension alimentaire de sa femme, justement, Anna, parce que oui, à cette époque, Marvin est accablé par les dettes, et ça, c'est la cerise sur le gâteau d'un cercle vicieux de dépendance et de problèmes financiers. Les années 80 le verront lutter pour tenter de remettre de l'ordre dans sa vie, mais malheureusement, les démons seront toujours là, prêts à le rattraper. Et le début des années 80 marque le démantèlement de la carrière de Marvin. Le vent de la popularité a tourné et les décisions financières malheureuses et la dépendance ont laissé Marvin dans une situation très compliquée. Il doit jongler avec les dettes et la gestion de sa fortune, les soirées de cocaïne, la solitude et la frustration de ne pas avoir le contrôle sur sa musique le pousse encore plus vers l'abîme. Il se retrouve alors exilé en Europe où il tente
tant bien que mal de se reconstruire et il choisit alors le plat pays, le pays dont je suis originaire, la Belgique, en s'installant à Ostende. Ostende, c'est une petite ville côtière qui lui permet d'être loin des projecteurs de sa vie passée et à cet endroit, il espère que la tranquillité l'aidera à se recentrer. Cette petite ville apparemment paisible devient le décor de son isolement et de ses luttes personnelles et Marvin passe des jours et des nuits à errer dans la ville, dans ses appartements ou dans des sombres bars, toujours à la recherche d'un échappatoire à ses démons. Il enchaîne les périodes de dépression et ses projets musicaux, bien que toujours présents dans son esprit, ne trouvent pas de réelle concrétisation. Marvin, qui a toujours été l'homme du spectacle et de la scène, se retrouve en dehors de l'industrie, en marge de ce qu'il a connu, sans direction claire. Il est loin, très loin de l'homme qui chantait des hymnes d'amour et d'espoir. C'est aussi simple que ça, Marvin Gaye a changé. Et c'est dans cet état de fragilité qu'il décide de revenir aux États-Unis, un dernier retour aux racines qui sera probablement la pire décision de sa vie. En 1982, après plusieurs années passées en Europe, il n'a plus le choix. Il doit rentrer. Il n'a plus d'argent, plus de vraie maison, plus de refuge. Alors, ironiquement, il revient là où tout a commencé, chez ses parents à Los Angeles. Et là-bas, tout aurait pu s'arranger. Après tout, son talent est intact, sa voix toujours aussi envoûtante, mais ce retour, qui aurait pu être un nouveau départ, ressemblera plus à une dernière danse avec le destin. Autrefois icône incontestée de la soul, Marvin Gaye vit à présent reclus chez ses parents. La gloire, l'amour du public, l'effervescence des projecteurs, tout cela semble désormais très loin, remplacé par un gouffre de solitude et de douleur. Les dettes s'accumulent, la drogue le ronge et les fantômes de son passé le poursuivent sans relâche. Son père, autoritaire et froid, plane toujours comme une ombre sur sa vie. Marvin se sent piégé par son succès et par ses erreurs. Et un soir, accablé par le désespoir, il prend une dose massive de cocaïne. Peut-être trop, peut-être que cette fois, ce sera la dernière. Son corps s'effondre, son cœur ralentit. L'artiste qui avait fait vibrer le monde vacille alors entre la vie et la mort. Mais heureusement, Marvin Gaye se réveillera parce que le destin n'en avait pas encore fini avec lui. Malgré ses tourments, Marvin Gaye n'avait pas encore dit son dernier mot. Et en 1982, il enregistre ce qui sera son dernier album, Midnight Love. Ce disque est une fusion parfaite entre la soul et les sons électroniques naissants, un renouveau, une renaissance musicale, et puis il y a évidemment cette chanson. Ce morceau explose les charts, parce que le monde entier va se laisser envoûter par cette mélodie. C'est simple, ce sera un carton planétaire. Marvin décroche 2 Grammy Awards et retrouve sa place au sommet. Mais là encore, derrière ce rideau, Marvin est plus seul que jamais. Et les tensions avec son père, qui n'ont en réalité jamais cessé, deviennent petit à petit de plus en plus insoutenables. Les disputes sont quotidiennes, les cris résonnent à travers les murs, et aux rares amis qui lui rendent visite, il lâche parfois, d'un ton mi-figue mi-raisin, « Si je reste ici, mon père va me tuer ». Une blague lâchée comme ça sur le ton de l'humour, mais qui donne froid dans le dos quand on connaît la suite. Jaloux du succès de son fils, Marvin Senior était incapable d'accepter que son fils devienne un sex symbole adulé, et avec le temps, il a alimenté une haine immense envers son fils. De son côté, Marvin Gaye Jr. cherche désespérément l'approbation paternelle, une quête qui va le poursuivre toute sa vie. Et finalement, on arrive au 1er avril 1984, le jour où le destin de Marvin Gaye est sur le point de basculer. Ce jour-là, l'atmosphère est lourde et tendue dans la maison des Gaye, située sur le West Adams Boulevard à Los Angeles. Depuis plusieurs jours, les disputes se multiplient entre Marvin Gaye et son père, et ce matin-là, sans le savoir, Marvin Gaye Jr. affronte son père pour une dernière fois. Tout commence quand une énième dispute éclate entre Marvin Gaye Senior, donc le père, et son épouse, Alberta, la mère de Marvin Gaye. Épuisé et irrité d'entendre les cris de ses parents, Marvin intervient pour défendre sa mère et la situation dégénère très rapidement. Cette fois, Marvin Jr. explose, il frappe son père. Lui, l'enfant maltraité, terrorisé toute sa vie, prend enfin le dessus sur son père qui tombe au sol. Et pour Marvin Senior, c'est l'humiliation de trop. Après cette altercation, Marvin Jr. décide de retourner dans sa chambre, pensant que l'orage est passé. Et malheureusement, à ce moment-là, il sous-estime la haine que son père a envers lui. Blessé dans son orgueil, Marvin Senior revient armé d'un revolver qu'on lui avait offert quelque temps auparavant. Il vise alors son fils
et appuie sur la détente. La première balle frappe Marvin en plein cœur, le projetant à terre. Ensuite, une deuxième balle est tirée, scellant définitivement son destin. Il est environ 12h30 lorsque ces coups de feu retentissent, marquant à jamais l'histoire de la musique. Quelques minutes plus tard, les secours arrivent sur place et transportent Marvin Gaye à l'hôpital, mais il est déjà trop tard. Marvin Gaye sera officiellement déclaré mort à 13h01. Il s'éteint la veille de son 45e anniversaire. Quelques minutes plus tard, Marvin Gaye Sr. se fait arrêter par la police sans aucune résistance. Il sera alors transporté à la prison du comté de Los Angeles où sa caution sera fixée à 100 000 $. Interrogé par les autorités, il lâchera ces mots « Je ne voulais pas le faire ». Mais alors, pourquoi l'a-t-il fait? Quelques semaines après les faits, un examen médical révéla la présence d'une tumeur à la base du cerveau de Marvin Gaye Sr. Une anomalie qui, selon certains, aurait pu altérer son comportement. Et la question, à partir de là, était alors de savoir s'il était en état d'être jugé pour son crime. Et après de longs examens, le juge a rendu son verdict. Marvin Gaye Sr. était bien apte à comparaître. Son épouse, Alberta, même en étant brisée par la tragédie, a payé la caution réduite à 30 000 $, permettant ainsi sa libération. Et pourtant, quelques jours avant ça, elle avait déjà pris la décision de demander le divorce officiellement. Enfin, bref, au fil des audiences, de nouveaux éléments ont émergé. Parce qu'après la mort de Marvin Gaye, une autopsie a révélé des traces de cocaïne dans son système. Et pendant l'interrogatoire de Marvin Sr., il a affirmé qu'il avait agi en légitime défense. Il a dit qu'il ne savait même pas que son arme contenait des balles, pensant qu'il s'agissait de balles à blanc ou de billes. Et quand on lui a annoncé que son fils était bel et bien mort, il aurait éclaté en larmes, réalisant alors ce qu'il avait fait. Finalement, le 20 septembre 1984, l'ancien pasteur plaida coupable à l'accusation d'homicide volontaire et le verdict a fini par tomber. 6 ans de prison avec sursis et 5 ans de probation. Ce qui veut dire qu'en réalité, il ne passera pas un seul jour derrière les barreaux. La nouvelle fera l'effet d'un séisme dans l'industrie musicale et parmi ses fans. Les stations de radio ont interrompu leur programme et la tragédie sera annoncée en direct. Le New York Times aussi publiera un article en première page dès le lendemain. Beaucoup ont alors cru à un canular, une mauvaise blague en ce jour du 1er avril, mais malheureusement, c'était bien réel. Marvin Gaye était mort sous les balles de celui qui lui avait donné la vie. Mais au-delà des hommages et des titres, c'était le vide qui dominait. Des centaines de fans se sont rassemblés devant la maison du chanteur, déposant fleurs et bougies, chantant ses morceaux comme pour conjurer l'impensable. Ils sont restés là jusqu'au lendemain, le jour où Marvin Gaye aurait dû fêter ses 45 ans. Les funérailles de Marvin Gaye ont eu lieu le 5 avril 1984 et ont attiré plus de 10 000 personnes. Pendant la cérémonie, Gaye était habillé d'un uniforme militaire doré, un hommage à sa dernière tournée. Ses cendres ont ensuite été dispersées près de l'océan Pacifique. Dans cette histoire, il est difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Mais ce qui est certain, c'est que Marvin Gaye n'était pas seulement une légende de la musique. Il est une icône, un artiste qui a marqué son époque. Sa capacité à mélanger des rythmes sensuels avec des messages sociaux et politiques a redéfini les contours du genre, faisant de lui l'un des pionniers de son style. Les chansons de Marvin Gaye continuent d'être d'actualité aujourd'hui, non seulement pour leur beauté musicale, mais aussi pour les messages qu'elles portent. Marvin a su utiliser sa musique comme un miroir de la société, explorant les thèmes de la violence, de l'injustice et de l'amour, avec une profondeur qui touche encore des millions de personnes aujourd'hui. L'histoire de Marvin est celle d'un homme qui a donné tout ce qu'il avait à la musique, tout en cherchant à surmonter des démons personnels qui ont malheureusement fini par l'emporter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez mettre un petit j'aime et vous abonner. Ça me ferait énormément plaisir. Et si vous voulez savoir quand je sortirai une nouvelle vidéo, vous pouvez évidemment activer la cloche. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle histoire.